Bonjour à tous, aujourd'hui je reviens vous voir pour une nouvelle vidéo qui concerne directement le film de Death Note qui a été adapté par Netflix. Je sais que c'est un film qui a fait beaucoup polémique quand il a été annoncé, puisque beaucoup d'entre vous étaient choqués du fait que Light devienne un petit américain un peu loser, tout simplement que l'histoire se passe aux États-Unis. Bon, quoi qu'il en soit, je vais essayer de revenir sur ce film, puisque je me suis dit que j'allais le regarder comme une œuvre indépendante, sans essayer à tout prix de chercher des différences entre cette œuvre et l'œuvre originale. Après tout, c'est une adaptation, pas un copier-coller, et c'est peut-être justement pour ça que ce film est intéressant. Donc sans plus tarder, nous allons commencer. Et attention, ça risque de spoiler. Donc ça peut pas vraiment être du spoil vu que vous êtes censé connaître l'œuvre originale. Bref. Dès les premières minutes, on est directement plongé dans un décor, dans une ambiance à l'américaine. Car scolaire jaune, entraînement de cheerleader, match de football américain, c'est comme si les réalisateurs avaient explicitement décidé de nous indiquer dès le début qu'on serait dans une sorte de réinterprétation de l'œuvre et que ceux qui cracheraient sur le côté américanisé pouvaient direct se barrer car dès les premières minutes, le décor donne le ton. Également, dès le début, on a droit à des indices qui nous montrent que les Misa et Raito de cette adaptation auront des caractères différents de leur équivalence japonaise. En effet, à la première apparition de Raito, qui se nomme ici d'ailleurs Light Turner, on découvre qu'il se fait payer par les joueurs de l'équipe de foot de son lycée pour faire leurs devoirs de maths. On comprend alors deux choses. La première, Raito semble aussi intelligent que dans l'œuvre originale, mais contrairement à son alter ego, il semble moins confiant, moins admiré sinon victimisé. Mais ça ne dure qu'un temps, et ça nous fait nous rendre compte du réel pouvoir du Death Note, qui est plus que de tuer ceux dont on inscrit le nom dessus, c'est aussi sur son possesseur qu'il a une influence. Raito, rapidement, veut créer une image, un nom derrière ses morts. Il veut créer un dieu. On sent la perversité à revendiquer un meurtre sous un nom sans vouloir que l'on connaisse sa réelle identité. C'est une manière de se faire valoir, de se mettre en avant. Et encore une fois, c'est une chose qui est plus intéressante chez un personnage comme celui-ci que chez le Raito originel qui est bien imbu de sa personne, qui est déjà bien imbu de sa personne. Néanmoins, dans le manga, ce sont les internautes qui attribuent à Raito le nom de Kira, faisant de lui un dieu. Ici, c'est Raito lui-même qui s'attribue ce nom signifiant à la fois lumière et tueur. D'ailleurs, saviez-vous que Lucifer était le plus beau des anges et que son nom signifiait à la fois porteur de lumière, à savoir porteur de connaissances, mais aussi d'orgueil. Et c'est ce même orgueil qui lui a valu sa chute aux enfers. Tout comme à la fin, Raito, ou Light, lumière en français, le porteur de connaissances et de lumière finit par chuter faute de son orgueil qui lui faisait se sentir au-dessus des hommes, tel un dieu. D'ailleurs, à la fin de l'anime, certains d'entre vous auront sûrement remarqué que Raito finit, selon beaucoup de théories, par devenir lui-même un dieu de la mort. Dans cette version, le parallèle entre Lucifer et Raito est beaucoup plus explicite et ce n'est pas pour me déplaire. D'ailleurs, ceux qui sont férus d'ésotérisme auront sans doute reconnu les symboles de la franc-maçonnerie des Illuminati dissimulés dans l'orphelinat lorsque Watari y pénètre. Pyramide avec l'œil d'Horus, le sol en damier et les colonnes. Et surtout, le serpent qui se mord la queue au plafond. C'est un Ouroboros. Signe d'éternel recommencement qui fait sans doute allusion au fait que le schéma que réalise Kira a déjà été perpétué par tout un tas d'autres possesseurs du Death Note issus de générations passées depuis sa création. Une dernière chose, je sais pas si c'est juste moi, mais est-ce que vous avez remarqué le clin d'œil à Fullmetal Alchemist lorsque elle sort sa montre à gousset qui est une reproduction de celle des alchimistes d'État? Est-ce que c'est moi qui me fais tout un film ou est-ce qu'il s'agit effectivement de la même montre? Étant donné que j'ai également une reproduction chez moi, j'ai essayé de les comparer et on dirait bien qu'il s'agit de la même. On va passer maintenant au personnage de Misa. Si elle reste populaire ici du fait de son statut de capitaine des cheerleaders, tout comme elle l'était dans la première œuvre du fait de son statut d'idole, eh bien là, on la retrouve beaucoup plus confiante et manipulatrice que son alter ego japonais. Elle est en effet beaucoup moins naïve que dans la première version, et quand cette dernière, nous avions une relation de dominant à dominé qui se voulait être la relation de Raito à Misa, eh bien là, les rôles se sont inversés, si je puis dire, et ça donne lieu à des choses assez intéressantes. Mais pour le coup, je me demande s'il n'aurait pas été mieux de mettre Misa à la place de Raito pour trouver le Death Note, et Raito qui aurait donc eu le rôle de Misa en tant que suiveur, de manipuler.
Dans les deux cas, je trouve que le réalisateur ont fait un bon choix, puisqu'il n'y aurait eu, selon moi, aucun intérêt à avoir une adaptation cinématographique de plus sur ce manga qui n'aurait été qu'un copier-coller de l'œuvre initiale. Enfin ça, bien évidemment, c'était pour la première partie du film. Ensuite, l'ambiance est renversée et Miya redevient la Misa attirée par le danger que représente Kira. Et ce dernier oublie de plus en plus son identité de Raito pour se complaire dans celle de Kira. En ce qui concerne l'ambiance générale du film, je trouve la relation de Miya et Raito vachement perverse. Je les trouve eux deux pervers. Ils s'embrassent langoureusement tout en décidant de la prochaine personne qu'ils vont tuer. C'est assez dérangeant, mais plutôt excellent. Bon, en ce qui me concerne, je vous avais dit que j'allais faire comme si c'était une autre œuvre. Mais au final, le film s'appelle quand même bien Death Note, et même si ce n'est pas un copier-coller, c'est une adaptation livre de l'œuvre, je vais quand même aborder les ressemblances et les différences. Mais attention, ça ne veut pas dire que les différences avec l'œuvre originale rendent le film moins bon, parfois même ce sont ces différences que je trouve intéressantes. A l'inverse, les ressemblances sont parfois plus regrettables. Je m'explique. Déjà, c'est intéressant d'avoir cette fois un personnage principal ayant un caractère plus passif que celui du Raito originel. En effet, dans la première œuvre, vu le tempérament de Light, nous sommes pas plus surpris que ça en fait, du fait qu'il en vienne à utiliser le Death Note. En revanche, dans cette adaptation, le caractère de Light veut qu'il y ait un enjeu plus gros autour de l'utilisation ou non du Death Note. En effet, la question de la morale se pose beaucoup plus intéressante dans le cas d'un ado loser, de manière différente qu'il en fut le cas lorsqu'on avait à sa place un ado limite plus adulte que les adultes et qui s'autoproclame Dieu justicier à la première occasion. Ensuite, le Death Note en tant que cahier, j'adore le fait que dans cette adaptation, on sente qu'il y a eu du vécu, qu'il a voyagé. Déjà, toutes les règles sont écrites à la main, à la plume même. Ensuite, le must, c'est le fait que contrairement au manga, on puisse entrevoir les noms écrits par les anciens possesseurs du Death Note. Cela rend plus intense l'effet dramatique que suggère le cahier. Quand on voit tous les noms écrits, on comprend que plus d'une personne avant Raito a dû utiliser ce cahier. Et donc combien de personnes ont dû mourir de leur plume. Également, dès le début, avec la mort du personnage de Kyle, on est directement mis dans le bain. On sait que là, on n'est plus dans un simple phénomène de crise cardiaque sur des criminels du pays, mais carrément sur une décapitation. Tout nous est montré. D'ailleurs, Ryuk, dans cette œuvre, j'ai adoré retrouver sa voix française, et j'ai aussi adoré le fait qu'il soit beaucoup plus menaçant et subjectif. Dans le manga, ce dernier se voulait neutre, un simple observateur qui prenait du plaisir à se délecter de la folie humaine, à observer les comportements sociaux sans pour autant les influencer. À la fin, il était même carrément conscient de la folie de Raito. Pourtant ici, c'est lui qui recommande de faire tuer Kyle. L'initiative ne vient pas de Raito lui-même. D'ailleurs, un des anciens propriétaires du Death Note a écrit à son propos « Méfie-toi de Ryuk, c'est pas ton kleps, c'est pas ton ami ». Autant dire qu'on est réellement loin du presque gentil Ryuk du manga. Quant au personnage de L, j'ai adoré son rôle. Je le trouve plus dynamique que son alter ego japonais, il se déplace sur les scènes de crime et d'une certaine manière continue toujours de cacher son visage. Néanmoins, son personnage conserve des manies, son attitude hautaine et nonchalante, sa bizarrerie. L'inverse m'aurait manqué, je dois l'avouer. Je trouve juste dommage que pour cacher son visage, il ne cache pas ses yeux. Selon moi, une capuche plus lâche aurait été plus pertinente qu'une simple écharpe. Quant à Watari, je l'adore toujours autant en tant que personnage et j'adore sa relation avec elle qui malheureusement ici n'est pas assez développée. En parlant de ce que j'adore, déjà on peut critiquer Netflix pour son habitude à réaliser des séries bateaux mettant en scène des ados de banlieue chic, plein de secrets, mais on ne peut pas leur enlever la qualité visuelle de leur programme. En effet, tout au long du film, ce fut un plaisir pour mes yeux. Néanmoins, tout va très vite du fait du format. Et même si on considère que c'est normal, puisqu'en même temps, une série aurait certainement été plus coûteuse, plus risquée, et le format n'aurait peut-être pas été plus adapté au final. Par exemple, elle comprend tout très vite, mais au final c'est compréhensible et ça ne gâche pas l'histoire. Et ça m'emmène d'ailleurs au point qui m'a le plus déplu. Même en essayant de me détacher de l'œuvre originale, on ne peut s'empêcher de regretter le combat intellectuel entre elle et Raito. C'est en partie parce qu'il est quasiment absent que tout va très vite. Et c'est pourtant ça qui fait tout le charme de la première œuvre et qui demeure selon moi la seule et unique chose que l'on pouvait enlever à cette adaptation. Néanmoins, ce côté stratégie intellectuelle se retrouve dans les dernières minutes du film
et bien évidemment, ça remonte un petit peu le niveau du film. En effet, maintenant on va parler de la fin. Je la trouve juste grandiose. On va passer sur le moment de la chute au ralenti depuis la grande roue que je trouve juste à chier, et on va revenir directement au dénouement. Je trouve grandiose la façon dont Raito explique son plan dans le même temps où elle comprend également quel il était. Le plan de Raito était génial, mais surtout ce que je trouve excellent, c'est que dans cette adaptation on comprend très bien l'idée d'éternel recommencement symbolisé par l'Ouroboros que j'expliquais tout à l'heure. Au final, aussi bons soyons-nous, ou croyons-nous l'être, lorsque l'on nous met face à nos contradictions d'êtres humains, nous flanchons tous. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en dépit du fait que tout au long du manga, elle s'évertue à expliquer à Kira pourquoi sa vision de la justice est corrompue, rien ne laisse entrevoir que c'est le Death Note qui a une emprise sur ses possesseurs. En effet, dès lors que elle comprend le pouvoir dans le film, et malgré tous ses arguments pour défaire la vision de la justice de Kira, il ne peut s'empêcher de se résoudre à le tuer. Même si ce n'est pas montré explicitement dans le film, on le comprend. Raito est dans sa chambre d'hôpital alors que elle possède une page de Death Note entre ses mains et se tâte à écrire le nom du premier. À ce moment-là, Ryuk apparaît alors à Raito en lui glissant ces derniers mots qui clôturent le film. L'être humain est vraiment fascinant. Et nous ne pouvons qu'être d'accord avec lui. En dépit du fait que elle condamnait les actions de Kira, mis face à ses propres contradictions, que suppose la condition d'être humain sensible, il ne put se résoudre à l'imiter. Et c'est ainsi que Kira meurt. En définitive, en dehors des quelques détails indépendants du fait que l'œuvre soit une adaptation, je dois vous dire que j'ai beaucoup apprécié ce film, principalement pour les différences avec l'œuvre originale. Je lui mets donc la note de... J'aurais bien mis un 8, mais... ça mérite pas non plus un 7, donc je mettrai un 7,5 sur 10. Tout n'est pas parfait, mais j'étais agréablement surprise. Je sais que certains d'entre vous ne seront pas d'accord avec moi et critiqueront vivement l'œuvre en criant tout simplement au viol de l'œuvre originale, mais entre nous, que préférez-vous? Revoir éternellement, en boucle, encore et encore, la même œuvre adaptée mot pour mot, scène par scène, mais par un réalisateur différent, avec des acteurs différents, ou oser prendre le risque de se détacher de l'œuvre originale, tout en s'y inspirant et en créant une œuvre selon moi de qualité. Car oubliez une minute que ce film est une adaptation du manga. Cette œuvre mériterait-elle autant vos critiques? Je ne pense pas, non. C'est pourquoi j'espère que cette review vous aura plu. En attendant, je vous fais de gros bisous et je vous invite à laisser votre avis dans les commentaires. Salut à tous!